C'est vraiment une observation récurrente qui flotte un peu partout dans l'air, que ce soit à la machine à café, dans les allées du supermarché, ou même lors des repas de famille. Ouais, c'est clair. Il y a toujours quelqu'un pour soupirer et dire que... Que la vie est chère, exactement, ou que les prix ne cessent de grimper. Et en fait, ce sentiment un peu chronique, cette impression très tenace de voir son pouvoir d'achat s'éroder, c'est pas du tout un cas isolé, c'est un phénomène macroéconomique mondial. Absolument, c'est une préoccupation vraiment quotidienne qui structure carrément nos sociétés modernes. Du coup, pour comprendre la mécanique derrière ce ressenti, notre exploration en profondeur d'aujourd'hui s'appuie sur une source très spécifique. C'est une transcription éducative hyper détaillée qui vient de la chaîne Pour réussir en économie. Une source très riche, ouais, très pédagogique. Tout à fait. Et donc la mission de cette plongée au cœur de notre source, c'est vraiment de décoder l'évolution des prix dans une économie. L'objectif, c'est pas juste de survoler bêtement des définitions de base, mais d'utiliser ces notes pour disséquer rigoureusement un trio de termes qu'on entend tout le temps, mais qui sont souvent mal compris. L'inflation, la désinflation et la déflation. Voilà. Parce que la confusion entre ces trois-là est juste omniprésente, même dans les médias traditionnels, tu sais. Ah oui, tout le temps. Décortiquer la stricte réalité de ces mécanismes telle qu'elle est présentée dans notre source, ça permet vraiment de se détacher de nos impressions subjectives pour revenir à la mécanique pure de la monnaie et des prix. Bon, décortiquons tout ça. Ceux qui nous écoutent savent déjà, en gros, que l'inflation correspond à une hausse des prix. Mais la source sur laquelle on s'appuie, elle est vraiment catégorique sur le fait qu'une simple hausse ne suffit pas du tout à définir l'inflation d'un point de vue purement économique. Non, pas du tout. Le document impose 3 conditions cumulatives. Et elles sont extrêmement strictes pour qu'on puisse techniquement utiliser ce mot. La première de ces conditions, c'est que la hausse doit être générale. Et ce terme général, il est fondamental, non? Parce que j'imagine que ça exclut d'emblée les fluctuations de tel ou tel secteur. Exactement. Si on a une très mauvaise météo qui détruit les récoltes de blé, le prix de la farine et du pain va exploser. Ou alors une tension géopolitique qui fait bondir le prix du baril de pétrole. Ça, ce sont des chocs d'offres très spécifiques. D'accord, c'est ciblé. Voilà. L'inflation, telle que définie dans les notes étudiées, ça implique que la vaste majorité des biens et services au sein de l'économie soient touchés par cette dynamique à la hausse. Donc, ça veut dire qu'il est tout à fait possible, même en pleine période d'inflation, de voir, je sais pas, le prix des ordinateurs ou des smartphones baisser grâce au progrès technologique, par exemple. Tout à fait. Mais la moyenne globale, la force gravitationnelle de tous les prix combinés, si on veut, elle doit tirer vers le haut. Ce qui nous amène directement à la deuxième condition du texte, qui est le caractère durable. Parce qu'une augmentation générale qui durerait juste le temps des fêtes de fin d'année, par exemple, avant de retomber en janvier, ça qualifie pas. Non, ça ne compte pas. La tendance doit vraiment s'installer dans le temps. Ça se mesure sur de nombreux mois, voire des années entières, pour que le diagnostic clinique d'inflation soit posé. Parce que la temporalité sépare un peu le bruit statistique de la véritable tendance macroéconomique. C'est joliment dit, mais c'est exactement ça. Et cette durabilité, elle est intimement liée à la troisième condition dictée par la source. La hausse doit être auto-entretenue. Et c'est sans doute la mécanique la plus pernicieuse du phénomène. Ah oui, la fameuse spirale. C'est ça. Une hausse initiale des prix pousse les travailleurs à revendiquer des salaires plus élevés pour maintenir leur niveau de vie. Et du coup, les entreprises... Pour financer ces augmentations de salaire, elles augmentent à nouveau leur prix de vente, c'est logique. Exactement. Et ça relance les revendications salariales derrière. Ce mouvement cyclique, il montre que le système s'alimente lui-même. Ça crée une spirale dont il est extrêmement difficile de s'extraire une fois qu'elle est lancée. Et au cœur de cette spirale, je trouve qu'il y a un concept presque philosophique sur la nature même de l'argent. Parce que le texte précise bien que l'inflation, c'est pas uniquement le prix des objets qui change sur l'étiquette. Non, c'est la monnaie elle-même qui subit une détérioration. Voilà. La monnaie perd de sa valeur, elle s'érode complètement. En fait, l'étiquette sur le produit et la valeur du billet de banque qu'on a dans la poche, ce sont littéralement les deux faces d'une même pièce. Dire que les prix augmentent de 10%, ça revient strictement au même que de dire que la monnaie a perdu une proportion équivalente de son pouvoir d'achat. C'est une diminution de l'efficacité de la monnaie, en fait. Un billet qu'on laisse stocker est inactif, il subit une perte de substance réelle dans une économie inflationniste, même si visuellement, les chiffres imprimés dessus ne bougent pas. Tout à fait. Et je pense qu'il faut rendre cette perte de substance vraiment concrète à travers l'illustration qui est fournie par la source. Le texte propose une modélisation super simple, en utilisant une monnaie, les dinars. Ouais, j'aime beaucoup cet exemple. Imaginons, pour rendre ça très visuel, un panier de consommation type.
il est rempli des biens de première nécessité, les courses habituelles. À une année de référence, qu'on va appeler l'année T0, ce panier rempli à ras-bord coûte exactement 100 dinars. Parfait. Maintenant, le temps s'écoule jusqu'à l'année suivante, l'année T1. La composition du panier reste rigoureusement identique. C'est la même marque de pâte, le même grammage pour le beurre, le même nombre de produits. Ok, rien n'a changé physiquement dans le caddie. Rien du tout. Pourtant, au moment de passer en caisse, le total exigé n'est plus de 100 dinars. Le caissier demande 105 dinars. La hausse est de 5%. Donc, la quantité de matière physique qu'on ramène à la maison n'a pas changé d'un iota, mais l'effort financier pour l'obtenir a augmenté. L'argent a littéralement fondu en termes de capacité d'action. C'est ça. Si on avait mis nos 100 dinars sagement de côté à l'année T0 en se disant qu'on s'offrirait ce même panier à l'année T1, on se retrouverait dans l'incapacité de finaliser l'achat. Il nous manque 5 dinars. C'est vraiment cette friction du quotidien qui rend le phénomène si visible et si frustrant pour tout le monde. Mais bon, à l'échelle d'une nation entière, mesurer cette perte d'efficacité de la monnaie, ça demande quand même des outils un peu plus sophistiqués que de regarder un simple panier de courses. Bien sûr. Et c'est là que le texte introduit une mesure technique qui est vraiment essentielle, le déflateur du PIB. Oui, alors ça, c'est un peu plus technique, mais le document l'explique très bien, le déflateur du produit intérieur brut. C'est l'instrument macroéconomique par excellence pour isoler l'effet pur de l'inflation sur la richesse d'un pays. Parce que la production d'un pays, elle peut augmenter pour deux raisons principales. Soit les usines produisent physiquement plus de biens, soit les prix de ces biens ont simplement augmenté. Donc, pour savoir si une économie crée réellement de la richesse physique, les statisticiens doivent séparer le PIB nominal du PIB réel. Exactement. Le PIB nominal calcule la richesse avec les prix actuels, ceux de l'année en cours, alors que le PIB réel, lui, il recalcule cette même richesse, mais en utilisant les prix figés d'une année de base dans le passé. Le déflateur, c'est donc tout simplement le rapport direct entre ces deux calculs. C'est le filtre qui permet de neutraliser un peu l'illusion de la hausse des prix pour voir la réalité pure de la production. C'est très bien résumé. Le document donne d'ailleurs des chiffres remarquablement précis pour illustrer cette évolution. Il fixe l'année 2015 comme notre année de base, notre point de référence. Donc en 2015, l'indice est fixé à 100, par convention, c'est notre point zéro. Voilà. Et le texte indique que 2 ans plus tard, en 2017, le déflateur du PIB s'établit à 109,97. Ce qui est fascinant, c'est que le simple fait que ce chiffre soit supérieur à 100 démontre mathématiquement que les prix ont augmenté. On observe une hausse de quasiment 10% du niveau général des prix sur cette très courte période. L'inflation est bien présente, elle est mesurable, elle est chiffrée. Et l'évolution ne s'arrête pas là. La source poursuit avec l'année 2019, où l'indice grimpe drastiquement pour atteindre 127. Et passer d'un indice de 100 en 2015 à 127 en 2019, ça met en lumière une réalité assez brutale. C'est une augmentation de 27% du niveau général des prix en seulement 4 ans. Et attention, ce chiffre ne représente pas la hausse d'un seul produit isolé, c'est la moyenne pondérée de toute l'économie. La détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie est vraiment profonde ici. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a établi une définition claire de l'inflation. Les étiquettes flambent, la valeur de l'argent s'effondre. Mais l'actualité économique emploie souvent d'autres termes qui, franchement, prêtent massivement à confusion. C'est le moment de disséquer le reste du trio présenté par notre source. Et on va commencer par le terme qui piège le plus grand nombre d'observateurs, la désinflation. Oui, parce que la structure même du mot, avec son préfixe, elle laisse penser à une inversion de la tendance. On s'attend presque à un soulagement financier, à une baisse. La sémantique est extrêmement trompeuse ici. Le préfixe laisse supposer une annulation ou un retour en arrière. Mais la désinflation n'implique à aucun moment une baisse des prix. C'est l'erreur d'interprétation la plus fréquente qu'on entend à la télé ou à la radio. La définition qu'apporte le document est vraiment sans équivoque là-dessus. La désinflation désigne uniquement un ralentissement du rythme de l'inflation. Le taux de croissance des prix reste strictement positif. Les prix continuent de grimper, les étiquettes continuent d'être modifiées à la hausse, la monnaie continue de perdre de sa valeur, mais juste à une vitesse inférieure à la période d'avant. C'est tout. On reste donc dans un mouvement ascendant. Pour utiliser une analogie visuelle que j'aime bien, on continue de gravir la montagne des prix, c'est simplement la pente qui devient un petit peu moins raide, et on ne redescend jamais dans la vallée. Belle image. La source illustre ce concept avec un exemple historique extrêmement pertinent. La situation économique de la France au début des années 80. Ah oui, la période allant de 81 à 86, c'est le cas d'école parfait.
Le texte mentionne qu'en 81, le taux d'inflation en France culminait à environ 14%. 14%. Une augmentation annuelle à 2 chiffres, ça détruit la valeur de l'épargne à une vitesse fulgurante. Et 5 ans plus tard, en 86, les différentes politiques économiques ont ramené ce taux à 2,7%. La chute du taux est spectaculaire. Il y a eu une désinflation massive. Mais le point crucial de cette plongée dans les données, c'est que 2,7%, ça reste un chiffre au-dessus de zéro. Absolument. Le chariot de course en 86 coûtait significativement plus cher que le même chariot en 81. Les ménages français n'ont pas du tout vu les prix baisser au supermarché. Ils ont simplement vu l'hémorragie de leur pouvoir d'achat ralentir. Et c'est cette distinction fondamentale qui échappe souvent lors des discours officiels. Quand on se félicite d'une victoire sur l'inflation, c'est une victoire sur l'accélération, jamais sur le niveau absolu des prix. Ce qui nous amène très logiquement au troisième scénario, le véritable opposé de l'inflation, celui qui correspond à l'inversion réelle de la courbe des prix, la déflation. La déflation, le grand méchant loup de la macroéconomie moderne. Ici, on parle d'une vraie baisse générale et durable des prix. Le taux de croissance devient strictement négatif. Oui, si on reprend la mécanique du déflateur du PIB qu'on a vu tout à l'heure, l'indice de l'année en cours tomberait carrément en dessous de l'indice de l'année précédente. La source fournit un exemple hypothétique pour l'année 2021 où l'indice passerait de 100 à 90. Et ce recul de l'indice de 100 à 90, ça traduit une baisse nette de 10% du niveau général des prix. La mécanique s'inverse complètement, la monnaie s'apprécie. Avec la même quantité d'argent, le même billet de banque, il est soudainement possible d'acheter davantage de biens et services que l'année d'avant. Le pouvoir d'achat de la monnaie augmente de manière purement mécanique. Pour cristalliser ces trois nuances, l'inflation, la désinflation et la déflation, et pour s'assurer qu'elles s'impriment durablement, je pense qu'il faut se construire une image mentale très claire. Le texte nous y invite, oui. Imaginons un graphique en 2 dimensions. Exactement. Sur l'axe horizontal en bas, c'est le temps qui s'écoule, d'année en année. Et sur l'axe vertical, on mesure le taux d'évolution des prix. Au milieu de cet axe vertical se trouve une ligne horizontale épaisse, la ligne du zéro. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne indique que les prix montent. Tout ce qui est en dessous indique que les prix baissent. Le tracé de la courbe sur ce repère mental, ça permet de visualiser parfaitement la transition. Lors de la phase d'inflation, la courbe se situe très nettement au-dessus de la ligne du zéro. Elle peut évoluer à plus 3%, plus 5%, et sa trajectoire pointe vers le haut. La progression est positive et elle accélère. Ensuite, la courbe amorce un changement de direction. Elle se met à pointer vers le bas. Elle chute rapidement. Mais tant que cette courbe reste au-dessus de cette fameuse ligne du zéro, par exemple en passant de plus 5 à plus 2%, on est dans la phase de désinflation. C'est l'exemple de la France des années 80. La courbe descend sur notre graphique mental, mais on reste en territoire positif. Les prix en rayon continuent de gonfler. Et la rupture majeure, le basculement vers la déflation, ça ne se produit qu'au moment précis où la courbe perfore la ligne du zéro pour plonger en territoire négatif, moins 1%, moins 2%. À cet instant précis, la dynamique s'inverse. Les étiquettes affichent des montants inférieurs à la veille. Si on s'arrête une seconde sur ce dernier scénario, à première vue, entendre que tous les prix dans l'économie baissent durablement, ça ressemble à une excellente nouvelle. Pour le consommateur qui voit la valeur de son salaire augmenter sans aucun effort, ça a l'air d'être le scénario idéal. Ça en a tout l'air. Pourtant, la littérature économique et notre source désignent la déflation comme un péril majeur, souvent bien plus destructeur à long terme qu'une inflation modérée. Si l'on relie ça à une perspective plus large, on découvre l'un des paradoxes les plus fascinants de la psychologie économique. L'économie, ce n'est pas qu'une affaire d'équations mathématiques sur un tableau. C'est la somme de millions de comportements humains anticipatifs. Oui, l'anticipation, c'est la clé de cette toxicité. Face à un environnement où les prix baissent de manière continue, un comportement parfaitement rationnel se met en place à l'échelle individuelle, mais il devient toxique à l'échelle collective. C'est ça. Face à une étiquette qui affiche un prix inférieur à celui du mois précédent, le cerveau humain déduit immédiatement que le prix sera encore plus bas le mois suivant. Donc, pourquoi acheter une voiture, un nouvel ordinateur ou pour une entreprise, pourquoi investir dans de l'équipement industriel aujourd'hui si une simple attente garantit de payer moins cher plus tard? Le résultat immédiat de ce raisonnement, c'est l'attentisme. Les achats non essentiels sont tous reportés. Et ce phénomène, multiplié par des millions d'acteurs économiques, ça provoque un assèchement brutal de la demande. La source décrit de manière limpide la cascade d'événements qui s'ensuit.
Les entreprises constatent que leur carnet de commandes se vide à une vitesse alarmante. Les stocks s'accumulent dans les entrepôts. Et face à des entrepôts pleins et une trésorerie qui commence à s'assécher, la seule arme à disposition de l'entreprise, c'est de baisser encore plus ses prix de vente, dans un effort un peu désespéré pour attirer l'attention des acheteurs. Des consommateurs. L'acheteur potentiel constate la nouvelle baisse et se conforte dans sa stratégie. L'attente est récompensée. Le cercle vicieux est verrouillé. Les prix chutent davantage, les marges des entreprises disparaissent totalement. Et sans marge, impossible d'investir dans la recherche, impossible de renouveler le matériel, l'effet domino s'accélère. L'investissement s'arrête. La production stagne ou s'effondre. Et inévitablement, l'entreprise qui ne vend plus cesse d'embaucher puis commence à licencier. Le chômage augmente, ce qui ampute encore le pouvoir d'achat global, réduisant à nouveau la demande. C'est une paralysie systémique, un blocage total des rouages de l'économie, provoqué initialement par le simple fait que la monnaie prenait de la valeur. La déflation transforme l'épargne en un investissement ultra rentable et sans risque. Exactement. Le simple fait de conserver l'argent immobile génère du rendement. La circulation du capital s'interrompt. Voilà pourquoi les banques centrales redoutent tant ce basculement sous la ligne du zéro. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, Sam ? La dissection de ces notes de cours, elle offre une vraie grille de lecture chirurgicale pour affronter le flot des informations économiques quotidiennes. Oui, ça permet de ne plus se laisser piéger, voilà. L'inflation, avec ses 3 conditions, générale, durable, auto-entretenue, c'est ce feu lent qui consomme le pouvoir d'achat de la monnaie. La désinflation, loin d'être un remède miracle, c'est juste un freinage. La vitesse diminue, mais les prix continuent de s'élever. Et l'acquisition de ce vocabulaire précis, ça immunise contre les illusions d'optique véhiculées par des analyses parfois superficielles. Apprendre qu'une économie entre en désinflation, ça ne justifie pas de s'attendre à des baisses de prix en magasin. Et paradoxalement, la déflation, qui a l'air si séduisante au premier abord, porte en elle les germes d'une glaciation économique complète. Elle détruit l'appareil productif par l'attentisme généralisé. Ce tour d'horizon nous pousse à une réflexion un peu plus profonde, une idée presque contre-intuitive. Si la baisse des prix provoque la paralysie par l'attentisme, empêchant tout le monde d'agir, on peut en déduire le rôle un peu caché de l'inflation. Une idée provocatrice, mais très pertinente. Une petite dose d'inflation, si elle est mesurée, stable et prévisible, ne serait-elle pas l'élément moteur essentiel de nos sociétés modernes ? La certitude que l'argent perdrait une fraction minime de sa valeur demain, c'est peut-être l'incitation vitale pour investir, consommer et faire circuler la richesse aujourd'hui. L'érosion légère de la monnaie agirait comme le carburant indispensable pour empêcher l'économie de se figer dans l'attente d'un avenir toujours moins cher. Une dynamique paradoxale à méditer la prochaine fois qu'une étiquette affiche une hausse de quelques centimes au supermarché.